rencontre avait lieu jeudi 23 janvier 2025 à la librairie Ombre Blanche avec Damien Carraz, professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa, dont les recherches portent sur les ordres religieux militaires et sociétés méridionales du XIIe au XIVe siècle, autour de la publication de son ouvrage paru chez Siam Éditions, Templiers et Hospitaliers en France méridionale 1100-1300. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous présente Damien Carraz, qui est professeur à l'université de Toulouse et qui est donc l'auteur de l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, Templiers et Hospitaliers en France méridionale, de 1100 à 1300. Alors, Damien Carraz n'en est pas à son coup d'essai sur les ordres militaires. Il avait déjà publié sa thèse en 2005, L'Ordre du Temple dans la basse vallée du Rhône, avec une réédition, je crois, en 2020, c'est ça ? Oui, je dois il a également soutenu une HDR sur un commandeur ordinaire Béranger Monge du XIIIe siècle, donc le cas d'un commandeur qui lui permettait de changer d'échelle et de focale, qui a été publié en 2020. Il avait aussi beaucoup contribué au dictionnaire des ordres militaires. Et puis, un petit livre, mais que je trouve important, sur les Templiers et la guerre, en 2012. Alors ici, il s'agit d'un recueil d'articles, mais qui n'est pas un simple recueil d'articles. C'est-à-dire que Damien Carraz a repris un certain nombre d'articles qu'il avait publiés dans des colloques ou dans des sociétés savantes, mais il a fait l'effort, contrairement à ce qui se fait souvent dans ce cas-là, où on republie les articles tels quels. Il a fait l'effort de les refondre pour en faire un vrai livre avec une vraie unité. Et donc, par exemple, il y a des renvois dans chaque chapitre aux autres chapitres. Donc, il y a eu un travail quand même de réécriture partielle pour donner de l'unité à l'ensemble. Alors, le livre se compose de 3 parties, si je ne dis pas de bêtises. Une première partie sur l'encadrement social. Je vais vous détailler rapidement, mais un petit peu quand même ce qu'il y a dedans, pour vous donner une idée de ce dont on va parler ensemble. Donc, un premier point sur les ordres militaires et la paix, et notamment le rôle des ordres militaires dans la levée de l'impôt de paix, ce qu'on appelle la pesade. Un deuxième chapitre qui se focalise plutôt sur la question des églises comme bâtiments et des cimetières possédés par les ordres militaires, avec toute la question d'ailleurs des querelles aussi de droit d'inhumation, puisque si les gens se font enterrer dans les cimetières des ordres militaires, ça veut dire qu'ils ne se font pas enterrer dans leur paroisse. La question de la justice, et on retrouve la question de la justice et du commandeur, donc les ordres militaires cette fois-ci, d'un point de vue seigneurial, et puis un thème important, la question du rapport des ordres militaires avec les femmes, puisque normalement les femmes ne sont pas membres des ordres militaires, mais vous pourrez lui poser la question, mais il y a de nombreuses femmes qui ont des rapports avec ces communautés, si on peut parler de communautés, des ordres militaires en Provence et dans le Midi. La deuxième partie se consacre à la question du rapport des ordres militaires aux cultures écrites, et c'est quelque chose de très novateur, parce que pendant longtemps, justement, on est parti du principe que, puisque ce sont des chevaliers à la base, l'écriture, c'était pas leur affaire, et Damien montre bien que pas du tout. Il y a bien un écrit pragmatique, c'est-à-dire des chartes et des notices rédigées par les gens des ordres militaires, et puis avec aussi tout un effort de conservation et de transmission archivistique. Il a même mis en évidence le fait que les ordres militaires pouvaient jouer un rôle de conservation des archives des seigneurs laïcs, ou de réception en tout cas d'une partie des archives des seigneurs laïcs. Et puis il s'est intéressé également à leur rapport aux livres. Donc là aussi, si vous avez des questions pour savoir ce que lisaient les Templiers et les Hospitaliers, n'hésitez pas.
Et enfin, parce que l'écrit, c'est aussi la question de sa valeur juridique, et on valide, l'un des moyens de valider, c'est le fait d'apposer un sceau sur ces chartes, sur ces parchemins. Et Damien donc a ouvert le chantier des pratiques sigillaires du rapport des Templiers et des Hospitaliers méridionaux au sceau. Et puis la troisième partie porte sur les croisades, puisque c'est aussi, le rapport à la Terre Sainte est aussi une mission essentielle des ordres militaires. Alors, Damien Carras s'est posé la question de l'image publique dans l'opinion publique des ordres militaires, en particulier à travers les troubadours. Leur rapport à la mer, et ça c'est quelque chose que moi j'ai trouvé très très intéressant parce que je ne m'étais jamais posé de la question, ce qui est assez absurde en fait, parce que évidemment il faut qu'ils traversent la mer pour pouvoir aller en Terre Sainte, mais c'est vrai qu'en fait, bon. Et donc avec la question des ports, et puis deux chapitres, l'un consacré aux Templiers et l'autre aux Hospitaliers, sur justement la question, alors tu le traites en particulier sur l'angle du front et de l'arrière en fait, hein, le front étant la Terre Sainte, et puis les bases arrières, hein, et qui passe de l'un à l'autre, avec quelle fréquence, quelle durée, et il me semble qu'il y a là des choses là aussi extrêmement intéressantes et neuves. Alors peut-être que ce qu'on peut faire pour commencer, c'est que tu reviennes sur qu'est-ce que c'est que les ordres militaires. On peut commencer par là, effectivement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, que sont les ordres militaires? Effectivement, on va commencer par les bases pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il s'agit bien d'ordres religieux, d'ordres religieux qui relèvent oui. Il faut parler plus près du micro. Oui, donc je disais, il s'agit d'ordres religieux qui relèvent donc de l'Église romaine. C'est-à-dire que sont les ordres militaires? Vous connaissez tous les Templiers. Ici, on parlera essentiellement des Templiers et des Hospitaliers. Il y a d'autres ordres militaires. Il y a l'ordre teutonique, plutôt en Europe orientale. Il y a des ordres proprement ibériques, comme l'ordre de Santiago, l'ordre de Calatrava. Bref, c'est une nébuleuse d'ordres religieux militaires. Il y en a eu beaucoup, et il y a eu des petits ordres aussi qui sont restés plus ou moins confidentiels, mais là aujourd'hui on va parler essentiellement effectivement des deux ordres les plus connus et qui étaient parfaitement bien implantés partout en Europe, en Terre Sainte, et notamment particulièrement bien implantés dans la région, que sont effectivement les Templiers et les Hospitaliers. Donc je reprends, il s'agit effectivement d'ordres religieux, c'est-à-dire que les frères qui rentraient, qui faisaient profession, prêtaient les vœux religieux, le triple vœu, qu'ils obéissaient à des règles qui étaient des règles monastiques. Alors, pour les Templiers, c'est un dérivé de la règle de Saint-Benoît. Pour les Hospitaliers, c'est un dérivé de la règle de Saint-Augustin. Mais donc, ce sont bien des règles religieuses, d'ordre religieux, des règles monastiques. Mais pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, ces frères, moi je les appelle frères, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans les documents, frater, fratres. Ces frères, effectivement, ne sont pas techniquement des moines. C'est-à-dire que vous avez une expression un peu facile qui traîne dans l'historiographie, chez les historiens, que moi-même, par facilité, j'ai aussi utilisé, qui est l'expression de moine soldat, moine guerrier. Si vous voulez, ça donne une image, ça fixe tout de suite de quoi on parle. Mais effectivement, techniquement, ce ne sont pas des moines. Parce que ils se distinguent effectivement des moines par leur mode de vie, par le fait que ils sont aussi leur mission, c'est aussi de se battre, c'est aussi de combattre. Ils se distinguent aussi des moines par le fait qu'ils ne sont pas du tout assignés à demeurer toute leur vie dans le même lieu, dans le même monastère. Ils sont amenés à avoir une grande mobilité. Bref, dans leur mode de vie et leur façon de se comporter dans l'Église, dans la société, un certain nombre de choses les distinguent des moines. Mais ce sont des ordres religieux. Et à ce titre, il y a aussi quelque chose que les étudiants ont parfois du mal à cerner. Les frères sont des religieux, mais ils sont aussi techniquement laïcs. Que sont les laïcs au Moyen-Âge? Ce sont des gens qui ne sont pas, enfin en tout cas dans l'Église, ce sont des gens qui ne sont pas
ordonnés, qui n'ont pas la prêtrise ou le diaconat. Et donc la majorité des frères des ordres militaires, c'est précisément leur statut. Ce sont des frères, ils sont religieux, mais ils sont laïcs, puisque précisément, ils sont dédiés soit à la gestion des commanderies, on en reparlera, soit à aller se battre sur les différents fronts aux marges de la chrétienté. Et donc, majoritairement, ils sont laïcs, mais il y a effectivement en leur sein une minorité de frères prêtres, qu'on appelle des chapelains, qui étaient destinés donc à encadrer d'un point de vue spirituel la communauté religieuse, la communauté des frères et des sœurs. On parlera naturellement des femmes un peu plus tard. Donc encadrer spirituellement la communauté des frères et avoir aussi ce rôle, le cas échéant, d'encadrer la population des fidèles. On en reparlera aussi, je ne veux pas dire trop de choses en même temps, mais encadrer aussi la population des fidèles, c'est-à-dire que ces ordres militaires pouvaient aussi gérer des paroisses, administrer des paroisses, et donc à ce moment-là, effectivement, évidemment, être en contact avec les fidèles et donc les encadrer d'un point de vue religieux. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir si on veut donner une définition de ce que sont ces ordres religieux militaires. Voilà. Alors, est-ce que tu peux peut-être aussi revenir sur Inès Caen? Oui, on va revenir. Il s'implante en Provence Caen. Oui, ouais. Et puis peut-être quand même rappeler, alors c'est très connu, mais rapidement, le fait qu'il y a quand même une divergence de destin entre les deux. Tout à fait. On peut rappeler, alors effectivement, sans rentrer dans les détails, mais en rappelant les grandes lignes. Donc Templiers hospitaliers. On pourrait dire sont les fils de la croisade. Clairement, effectivement, ils naissent dans la continuité de la première croisade, à l'issue de laquelle, vous le savez, sont créés les États latins, les principautés latines de Terre Sainte. Et donc ces deux ordres naissent précisément de la croisade et notamment de ce besoin à la fois de défendre, de protéger la Terre Sainte une fois qu'elle a été conquise par les latins, mais aussi effectivement, mais ça vous le savez tous parce que ça participe un peu de l'image d'Épinal, mais c'est vrai, mais aussi effectivement d'accueillir les pèlerins. Ils ont un certain nombre de lieux d'accueil en Terre Sainte. Ils ont fondamentalement cette mission à la fois charitable et à la fois, évidemment, guerrière et militaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les ordres militaires, et en particulier donc aux Templiers et aux Hospitaliers. Alors, du point de vue de leur destinée, les deux ordres sont globalement dans le même contexte, participent exactement du même contexte spirituel, mais effectivement ne se sont pas formés absolument de la même manière. L'ordre de l'hôpital, que l'on appelle les hospitaliers, naît très tôt en tant qu'ordre charitable, c'est-à-dire que c'est un ordre qui est contemporain de la première croisade, qui est au départ un ordre purement charitable. Donc sa mission, c'est typiquement celle que je viens de vous donner, accueillir et soigner les voyageurs et les pèlerins, et qui va progressivement se militariser, c'est-à-dire rester un ordre charitable, mais devenir également un ordre militaire, progressivement au cours du XIIe siècle. C'est une évolution progressive qui s'enclenche à partir des années 1130, 1150, qui se militarise tout simplement parce que la Terre Sainte a besoin d'hommes, a besoin de soldats pour défendre ses terres chrétiennes. Donc ça, ce sont les hospitaliers. Et donc les Templiers, à contrario, se constituent d'emblée comme ordre militaire. Et donc en fait, chronologiquement, c'est effectivement le premier ordre véritablement militaire à être créé, parce que quand les hospitaliers sont effectivement militarisés, les Templiers existent déjà. Et les Templiers donc sont d'abord créés comme une confrérie de chevaliers. Alors on est très fiers en France parce que on rappelle effectivement que ce sont des chevaliers champenois et bourguignons qui sont à l'origine de cette création, de cette fondation. Donc une confrérie de chevaliers, très peu nombreux au départ, peut-être une dizaine, une quinzaine, en tout cas une poignée, qui se regroupent en confrérie. Alors ça, c'était quelque chose de tout à fait courant. Les chrétiens, quand ils avaient besoin de se regrouper pour des motifs spirituels ou charitables, se regrouper sur le mode de la confrérie confraternelle. Et donc ces chevaliers se regroupent effectivement dès les années 1120
pour défendre le Saint-Sépulcre et pour défendre aussi les pèlerins qui se rendent au Saint-Sépulcre. Et assez rapidement, hein, c'est une évolution qui se fait dans une vingtaine d'années, se transforme effectivement en ordre religieux, donc qui va être doté d'une règle, qui va être reconnu par la papauté, voilà. Donc voilà pour le contexte. Après, pour la suite des questions, c'était l'implantation dans le Midi. Il y a effectivement un lien très fort entre ces ordres et le Midi. Je les ai beaucoup étudiés, mais je ne suis pas le seul, loin de là. On a beaucoup étudié et on continue beaucoup à étudier ces ordres dans le Midi parce qu'effectivement, il y a une implantation d'une part précoce, très précoce dans le Midi de manière générale et très, très, très dense, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de... On va appeler ça commanderie, mais au départ, ce sont de simples maisons religieuses hein, qui sont fondées à peu près partout dans le sud de la France. Alors vous allez me dire pourquoi cet espace en particulier? Parce que déjà, la première et même la seconde et la troisième croisade ont eu un fort impact ici, vous le savez peut-être. Hein. Derrière Raymond de Saint-Gilles, une grande partie de l'aristocratie méridionale s'est embarquée, a participé à la première croisade, à la première expédition. Donc il y a d'emblée un lien très fort entre le Midi de manière générale et la croisade et la Terre Sainte. Et je dirais ça remonte même bien antérieurement à la croisade. Hein. Moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur la Provence. Et il y a des liens très forts hein, qui remonteraient quasiment aux origines du christianisme hein, entre les deux côtés de la Méditerranée, entre la Terre Sainte et la Provence. Il y a des liens spirituels qui sont très forts. Donc, si vous voulez, voilà, il y a ce contexte déjà spirituel qui a joué et qui a fait que très tôt, effectivement, dès le début du XIIe siècle, hein, les Hospitaliers, puis les Templiers, avec une petite vingtaine d'années de décalage, s'implantent, grosso modo, enfin voilà, dans le Midi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'implantent dans la région. Et ils vont, et puis il y a aussi cette question, évidemment, c'est sur la façade méditerranéenne, occidentale, que sont les grands ports qui sont en contact, on pourra en reparler ultérieurement, mais que sont les grands ports, qui sont en contact évidemment avec l'Orient et qui sont des bases stratégiques, des bases logistiques hein, pour les Templiers, pour les Hospitaliers. On pense surtout à Marseille, mais on pourrait penser à l'arrière-port de Montpellier qui est là. On pourrait penser à Narbonne, on pourrait penser à d'autres petits ports peut-être. Enfin bref, il y a toutes des infrastructures que les ordres militaires ont abondamment utilisées. Alors, on peut peut-être aussi poser la question, même si on va être sur des ordres de grandeur, mais des effectifs. Oui. Ça représente quoi, les ordres militaires? Alors, peut-être, je ne suis pas sûr qu'on puisse, tu vas répondre, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner des effectifs globaux des ordres, mais on peut peut-être donner des estimations, par exemple, combien de combattants ils peuvent mobiliser en Terre Sainte, en ordre de grandeur, et puis dans une commanderie, selon les cas, parce qu'il y a certainement des types de commanderies différents, dans ton Midi, tu peux estimer les effectifs de telle ou telle commanderie, voilà, que les gens puissent se rendre compte de la réalité humaine, de ce que c'est que... Alors c'est une question évidemment importante, mais très compliquée, parce que vous pouvez imaginer que pour la période dont on parle, 12e, 13e, nous n'avons pas les sources, hein, nous n'avons pas les documents pour estimer de façon un tant soit peu précise les effectifs de ces ordres, de ces frères. Ce que l'on peut dire, on peut raisonner en comparant avec d'autres mouvements de la vie religieuse régulière, en disant que par rapport, par exemple, aux bénédictins, qui étaient implantés avant, ou par exemple à l'ordre de Cîteaux, aux cisterciens, qui s'implantent grosso modo à peu près en même temps que les Templiers, c'est une forme d'organisation de l'espace complètement différente. C'est-à-dire que les bénédictins, les cisterciens, je sais pas, à l'échelle d'un comté, à l'échelle d'une région comme la Provence, vont avoir 5 ou 6 gros monastères où il va y avoir une communauté de 40, 50, 60 moines, grosso modo. Hein, c'est vraiment des ordres de grandeur pour vous donner une idée. L'implantation des ordres militaires, les maisons des ordres militaires que l'historiographie a consacré sous le terme de commanderie, donc même si le terme doit se discuter, on va employer ce terme-là. Les commanderies sont des unités beaucoup plus petites, beaucoup plus modestes,
où vivent des communautés beaucoup plus réduites. Une grosse commanderie, par exemple en Provence, un exemple typique de grosse commanderie, c'est la commanderie d'Arles. C'est une quinzaine de frères au maximum. Et vous aviez beaucoup de maisons comme ça, de commanderies, qui ne fonctionnaient qu'avec 3-4 frères. Mais donc des communautés beaucoup plus modestes, beaucoup plus réduites. Mais en revanche, ces commanderies, ces communautés, à l'échelle d'une région, étaient beaucoup plus nombreuses que, par exemple, les bénédictins ou les cisterciens. Pour reprendre l'exemple à l'échelle de la Provence, il y avait peut-être 5 monastères cisterciens et à peu près autant de monastères bénédictins, mais il y avait peut-être une quinzaine, une vingtaine de commanderies templières et autant de commanderies hospitalières. Donc ça, on aboutissait à un quadrillage du territoire, si vous voulez, beaucoup plus resserré que pour les autres ordres religieux. Donc voilà, c'est une occupation de l'espace et même un mode de vie complètement différent, parce que vous imaginez bien que, évidemment, ces ordres essayaient d'assumer une forme de vie religieuse assez particulière, mais on vit pas le même mode de vie religieux quand on est 3 frères dans une maison ou quand on est une communauté d'une 50aine de moines. C'est pas vraiment comparable. Alors après, pour ton autre question, combien les effectifs que ces ordres étaient capables de mobiliser, donc du coup en Terre Sainte, là aussi on peut donner que des ordres de grandeur, mais en réalité les frères eux-mêmes, comme donc les frères combattants, où il y avait des chevaliers, mais pas seulement, il y avait aussi ceux que l'on appelait les servientes en latin, c'est-à-dire on traduit ça par sergents, c'était des combattants, mais qui n'étaient pas censés ou qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas d'origine noble. Donc les frères eux-mêmes, que ce soit les Templiers ou les Hospitaliers, à partir du moment où on peut avoir quelques estimations, c'est-à-dire pas avant le 13e, voire mi-13e, c'est pas plus de 300 de contingent, de 300 frères à l'échelle de la Terre Sainte. Ce qui est ridicule par rapport au territoire qu'il fallait défendre, par rapport aussi aux capacités de mobilisation des armées orientales, parce qu'il faut voir qu'en face, ces ordres militaires avaient affaire à des principautés musulmanes, des émirats qui étaient très structurés et qui étaient capables d'aligner des milliers d'hommes. Ils étaient finalement pas si nombreux que ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils devaient forcément faire appel à des troupes auxiliaires. Et donc, ils embauchaient des mercenaires, y compris des mercenaires qui étaient recrutés sur place, qui pouvaient être des chrétiens orientaux, voire même des musulmans qui se battaient en tant que mercenaires du côté des chrétiens. Ils étaient obligés, ou bien ils embauchaient aussi, des croisés venaient en quelque sorte faire leur service militaire. C'est pas appelé comme ça, mais on appelle ça en latin des milites ad terminum, c'est-à-dire des chevaliers à terme, qui venaient donc en général pour une année, pour gagner leur salut, faire pénitence, et qui se battaient comme ça dans les rangs des Templiers et des Hospitaliers sans faire partie de l'ordre. Et donc voilà, c'est comme ça, bon gré mal gré, qu'ils arrivaient à étoffer un peu leurs effectifs, mais eux-mêmes, leur force, c'était surtout la force de leur organisation. Ouais. En fait, on en reparlera, mais la logistique et la discipline, c'est ça qui faisait vraiment la différence. Et alors, en termes de recrutement, ils recrutent qui, sous quelle forme Alors, au niveau du recrutement, d'un point de vue sociologique, c'est très marqué, ça ne vous étonnera pas. C'est-à-dire que les recrues qu'on arrive à identifier sont issus des milieux des chevaliers, en fait, de la chevalerie. Pas forcément la très très haute noblesse, justement, la très très haute noblesse, ou alors pouvait faire des dons, favoriser la fondation de commanderies, mais le cœur de cible, j'allais dire, sociologiquement, la base effectivement de ces ordres-là, c'est ce que j'appelle une moyenne aristocratie de chevaliers, beaucoup en ville aussi, on en reparlera, mais par rapport au monachisme traditionnel, aux cisterciens, aux bénédictins, ce sont des ordres qui sont très très présents en ville et tout de suite, et donc ils recrutent aussi dans ces franges des élites moyennes des villes, donc les chevaliers, mais aussi les mondes des artisans, des classes moyennes, si vous voulez, des classes moyennes supérieures. Mais là aussi, il faut bien mettre ça dans un contexte. Ça n'est pas si original parce que typiquement les cisterciens dont je viens de parler et qui se développent exactement au même moment,
eh bien, recrutent aussi exactement dans les mêmes milieux sociaux, hein, c'est-à-dire voilà, les milieux de la chevalerie, de la petite noblesse, voire de la bourgeoisie, près des villes, quoi. Alors, puisqu'on a parlé défense de la Terre Sainte, bon, alors justement, comme tu as travaillé sur l'articulation et les passages, est-ce que tu veux revenir justement sur la question des hommes qui font ces traversées, Oui. ces Templiers, ces Hospitaliers Oui. Est-ce qu'il y a des carrières? Est-ce que, enfin, on passe un temps à l'arrière, on monte au front, combien de temps on y reste, on revient? Est-ce qu'il y a des gens qui restent tout le temps à l'arrière? Est-ce qu'il y a des gens qui restent tout le temps en Terre Sainte? Ouais. Alors oui, effectivement, il y a toute une autre question là que tu soulèves. Mais alors, avant d'y répondre, pour vous montrer la difficulté précisément de répondre un temps soit peu précisément à ce type de questions, il faut vous expliquer de quelles sources on dispose, parce qu'en fait, on dispose surtout de ce que l'on appelle, je crois que tu as donné le mot, des actes de la pratique, des chartes, c'est-à-dire des documents de transaction, des échanges, des achats, des documents fonciers. Pour la fin du XIIIe, on peut disposer de quelques documents comptables, mais si vous voulez, c'est le type de sources dont on dispose, et donc ce sont pas des sources qui ont été écrites pour répondre à ce genre de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on va bien essayer de chercher combien de frères passent en Orient à telle date et combien ils y restent et quelle est leur progression de carrière, etc., etc. Mais les sources n'ont pas été écrites dans cet objectif-là. Donc il faut vraiment tordre les sources, il faut regarder le maximum de documents, etc. Tu en as quand même une que tu oublies alors que tu la notes avec beaucoup d'humour dans ton livre, c'est le procès des Templiers. Oui, voilà, j'allais y venir. Voilà. Et tu notes avec humour que c'est quand même dommage que les Hospitaliers aient pas eu de procès, parce que du coup on est moins bien renseignés. Voilà, c'est ça. Effectivement, j'allais y venir, mais tu fais parfaitement bien. Il y a une source effectivement magnifique que les Templiers, dont les Templiers sont les victimes, mais qui est une source magnifique pour les historiens, c'est effectivement le procès des Templiers, de l'ordre du Temple. Hein. On pourra y revenir, mais je n'ai pas spécifiquement travaillé sur l'affaire, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Mais comme vous savez, hein, entre 1307 et 1308, tous les Templiers d'abord du royaume de France, puis petit à petit de toute l'Europe, sont arrêtés très rapidement, bon, parce qu'il y a des suspicions, on y reviendra, mais d'un certain nombre de déviances, on reviendra si vous le voulez, mais c'est pas le propos là. Effectivement, très vite, ces frères sont interrogés par l'Inquisition. Et c'est vrai qu'on a gardé donc ces témoignages, on a gardé ces interrogatoires, et ce sont des sources absolument fantastiques, parce que effectivement, les frères, ils reconstituent leur carrière, ils expliquent où ils ont été reçus, par qui était présent, quel a été ensuite, s'ils sont passés en Orient, s'ils sont allés d'une commanderie à l'autre, bref, ils dévoilent une grande partie de leur trajectoire. Parfois, évidemment, avec une marge d'erreur, parce que vous imaginez qu'ils sont arrêtés, ils sont interrogés sous les pressions psychologiques, et parfois, on les renvoie à des souvenirs qui datent à 20 ans, 30 ans, 40 ans d'intervalle. Donc parfois, évidemment, les réponses ne sont pas très, très, très précises, mais ça donne une cartographie, une analyse sociologique de l'ordre absolument fantastique. On dispose pas d'équivalence, vous voulez, il n'y a pas d'ordre que l'on connaisse aussi bien que les Templiers au début du XIVe siècle grâce à ce procès. Donc effectivement, avec les Templiers, on peut avoir un certain nombre de données que l'on n'a pas avec les Hospitaliers. Alors, après avoir posé un peu la question, la difficulté des sources, pour répondre à tes questions, c'était, en gros, c'était autour du type de carrière. Il y avait clairement, effectivement, 2 ou 3 types de carrières. Il y avait des gens qui restaient toute leur vie dans leur commanderie, donc dans leur maison, en général pas très très loin de chez eux, enfin je veux dire voilà, pas très très loin de leur lieu d'origine, pas très très loin de leur paroisse, donc pas très très loin de leurs parents, de leurs amis, voilà, qui restaient vraiment ancrés dans leur terroir et qui faisaient là finalement toute leur carrière. Et mais évidemment, ils ne faisaient pas rien. Hein. Ils étaient employés à gérer, hein, administrer la commanderie. Ça, on en reparlera en fait par leur travail de gestion. Ben, précisément, hein, ils entretenaient la défense de la Terre Sainte. Donc ça, c'était un type de carrière.
que l'on identifie assez. Il y avait effectivement ceux qui partaient assez vite en Orient et qui faisaient carrière, hein, pour ceux qui avaient la chance de survivre, parce qu'il y a eu des grandes batailles qui ont décimé les rangs des ordres militaires, hein, clairement. Je veux dire, c'était quand il y avait des engagements, il y avait une forte mortalité, mais pour ceux qui avaient la chance de survivre, ils pouvaient effectivement faire carrière en Orient. Et puis il y avait un troisième type de profil, c'est-à-dire ceux effectivement qui pendulaient un petit peu entre l'arrière et le front, entre le Midi et la Terre Sainte. Très très souvent, ils étaient envoyés en Orient faire leurs armes, typiquement, faire leur service militaire. Ils servaient en Orient 5 ans, 10 ans, et puis ils revenaient à l'arrière, ils revenaient en Occident, ils revenaient dans le Midi. Et s'ils étaient d'origine noble, de bonne famille, en général, ils étaient récompensés. On leur confiait une commanderie à gérer, c'est-à-dire, voilà, ils revenaient et puis ils finissaient leur carrière avec dans la hiérarchie de l'ordre, un statut de commandeur ou un statut relativement favorable. Donc, on observe assez le déroulement des carrières. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui les caractérise vraiment par rapport à d'autres ordres religieux, typiquement, par exemple, les bénédictins, les cisterciens, les chartreux, etc. C'était vraiment cette mobilité. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, comme je viens de le dire, certains frères pouvaient être voués à passer leur vie entière dans une commanderie. Mais beaucoup allaient vraiment. Alors, ça s'effectuait toujours dans un rayon, dans un espace régional, mais beaucoup allaient d'une commanderie à l'autre, et ça faisait un petit peu partie, si vous voulez, du cursus honorum, c'est-à-dire pour grimper. C'est comme ça aujourd'hui dans certains métiers. Hein, pour monter dans la hiérarchie, il fallait bouger, il fallait se déplacer, et puis voilà, il faisait comme ça un certain nombre de commanderies. Je pense. Ça, je l'entrevois beaucoup plus tard avec la documentation. Par exemple, tu as parlé du travail sur Béranger-Monge. Je pense que c'était aussi une politique consciente de la part de l'ordre pour les obliger, leur éviter de s'enraciner trop dans un lieu donné, et pour éviter, si vous voulez, des formes d'accointance, des formes de clientélisme avec la population locale. Parce qu'on en reparlera, mais on verra que ces frères, ce sont aussi des seigneurs. Ce sont aussi des gens qui sont susceptibles de rendre la justice. Et donc, ce sont des gens qui sont en relation étroite avec les milieux économiques locaux, avec les notaires, avec les mondes du commerce. Et donc, il fallait éviter tout simplement le clientélisme, la prévarication. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on devine vraiment à partir de la fin du XIIIe au XIVe siècle, pas au XIIe évidemment, mais on peut supposer que c'était déjà la même logique un petit peu. Voilà. Alors justement, le lien entre le Midi et la Terre Sainte, qui passe aussi, donc tu l'as dit, il y a un travail de gestion. Ces commanderies, elles ont un rôle. Donc est-ce que tu veux bien revenir sur qu'est-ce qu'on fait dans le Midi, à quoi servent ces commanderies, puis qu'est-ce qu'elles envoient en Terre Sainte, à part des combattants, ça on l'a vu. Oui. Mais elles servent d'ailleurs de centre de recrutement. Alors effectivement, une commanderie, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté de frères, éventuellement de sœurs aussi, on en reparlera. Donc c'est une commanderie c'est une communauté religieuse, mais c'est aussi une seigneurie. C'est-à-dire que chaque commanderie, chacune de ces maisons religieuses, s'est dotée d'un patrimoine foncier, qui a donc de terres, de vignes, mais aussi de droits de prélèvement sur toutes les activités économiques que vous pouvez imaginer. Bref, une seigneurie comme une seigneurie basique, comme on les rencontre au Moyen-Âge. Et donc ce patrimoine, il était acquis soit par donation, puisque ces ordres, comme beaucoup d'ordres religieux, quand ils se sont implantés, ont eu beaucoup de succès. Donc les fidèles, pour le salut de leurs âmes, pour leur rédemption, donner des terres, donner des droits seigneuriaux, voilà. Donc acquis comme ça par donation, mais ces ordres qui ont eu assez rapidement une capacité financière étaient capables aussi d'acheter des terres pour constituer des ensembles fonciers cohérents, pour essayer de réduire des enclaves foncières. Bref, ils se constituaient comme ça un patrimoine foncier qui était exploité. On ne va pas rentrer peut-être dans les détails du mode d'exploitation, mais un patrimoine foncier qui était exploité,
qui faisait rentrer de l'argent, donc soit de l'argent argent, quoi, soit de la monnaie, soit effectivement des produits en nature, du vin, des céréales, etc., etc. Et une partie effectivement de ces moyens-là, de ces produits-là, était destinée à être envoyée en Terre Sainte pour alimenter la croisade. Et même, c'était fixé par les statuts, par la réglementation, réglementation des ordres. Hein, c'est une espèce de fiscalité interne que l'on appelle la responsiones. Hein, alors, je ne me rappelle plus exactement le pourcentage, ça doit être 20% à peu près. Si vous voulez, 20% des revenus d'une année, d'une commanderie donnée, devaient être comme ça affectés, attribués au secours de la Terre Sainte, donc tant en argent qu'en nature. Et du coup, alors ça pose la question du rapport à la mer, au port. Voilà. Du coup, ça est-ce qu'ils ont des navires? Voilà. Du coup, ça pose évidemment la question effectivement de l'acheminement. C'est pour ça que c'était vital pour eux d'être implantés dans les grands ports. Hein. Ils sont typiquement implantés dans tous les grands ports de la Méditerranée. D'ailleurs, très très souvent, on le voit, hein, leur maison, d'un point de vue topographique, leur maison est près du port, hein, dans les villes portuaires. Hein. Et parce qu'en effet, tout transitait par ces ports. Alors, ça a fait débat chez les historiens. Ils n'ont pas à proprement parler posséder leur propre flotte, ou s'ils ont eu des navires, c'est vraiment une quantité négligeable. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une ville comme Marseille, qui est assez bien documentée, donc que j'ai pu étudier pas mal, tant les Templiers que les Hospitaliers pouvaient avoir peut-être 3 ou 4 ce qu'on appelle des nefs, hein, des naves. Ce sont de gros bateaux lourds à voile qui sont précisément adaptés pour charger des produits pondéreux et beaucoup d'hommes et même des chevaux. Donc les hommes militaires possédaient peut-être chacun en pleine propriété 2 ou 3 de ces bateaux, mais ça n'était évidemment pas suffisant pour assurer les flux en direction de la Terre Sainte, et ils louaient donc beaucoup. Ils faisaient comme tout le monde en fait, ils faisaient comme faisaient les croisés, ils faisaient comme faisaient les grands commerçants, ils louaient les bateaux dont ils avaient besoin à des armateurs professionnels. D'accord. Alors, bon, ça fait plusieurs fois que tu en parles et que tu dis on va y revenir. Donc, la question des femmes. Ah oui, alors la question des femmes. Donc, alors, il y a à la fois la question des sœurs et puis il y a la question du rapport d'un certain nombre de femmes avec ces ordres militaires. Oui. Alors, effectivement, on ne s'attendrait pas pour des ordres créés pour la guerre, pour le combat. Comme ça, on ne penserait pas à première vue à des rapports... des relations de proximité particulières avec les femmes, d'autant plus que les ordres militaires entretenaient à l'égard des femmes cette méfiance qui est celle du christianisme, hein, celle qui est enseignée déjà par la Bible. Hein, l'idée, c'est que la femme est pécheresse et qu'il faut s'en tenir le plus éloigné possible, se tenir éloigné de ce danger. Bon, ça c'est la théorie, évidemment. Mais en réalité, effectivement, les ordres militaires ont aussi attiré les femmes, y compris donc des sœurs à part entière. Donc les frères, vous l'avez compris, ce sont les frères professes, hein, ceux qui prêtaient les 3 vœux, qui étaient religieux à part entière. Et il y avait aussi des sœurs. Alors là, c'est là qu'intervient quand même une différence fondamentale entre les Hospitaliers et les Templiers. C'est-à-dire que chez les Hospitaliers, c'est chez les Hospitaliers qui avaient effectivement des sœurs, donc de véritables sœurs professes. Chez les Templiers, non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, en fait, la différence, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure. Les Templiers n'étaient que militaires, les Hospitaliers étaient aussi ordre charitable et militaires. Et dans beaucoup d'institutions charitables, beaucoup d'ordres purement hospitaliers, parce qu'il y a eu aussi d'autres ordres purement hospitaliers que les Hospitaliers dont on parle, eh bien les femmes étaient non seulement acceptées, mais très très volontiers effectivement accueillies en tant que sœurs professes, parce qu'elles avaient précisément un rôle important dans la charité, dans le soin des malades, dans l'accueil des pauvres. Ça, c'était pour le coup vu comme une vocation plutôt féminine. Hein. Si il y a un partage genré des tâches au sein des ordres religieux, ça c'est vu pour le coup comme une vocation féminine. Donc les Hospitaliers avaient des sœurs
les Templiers non, mais les deux ordres regroupaient autour d'eux ce que, en termes génériques, on va appeler des affiliés, c'est-à-dire, dans les textes, on trouve le terme de confrère, ou bien de consoeur, ou bien de donner et ou de donner et eux, donc qui étaient des laïcs qui avaient ce que les historiens appellent un statut de semi-religieux, hein, ils ne prêtaient pas les trois vœux, ils ne rentraient pas dans les ordres, mais ils prêtaient quand même un serment d'obéissance à la communauté religieuse, et ils vivaient, si vous voulez, dans leur entourage, en partageant avec les frères un certain nombre de services liturgiques, un certain nombre, c'était très souvent des échanges de services, et surtout des liens spirituels. Et donc ce type de statut, les ordres militaires qui n'est pas inédit, enfin si vous voulez, c'est pas les ordres militaires qui ont inventé ce type de statut, mais ce sont eux qui l'ont vraiment développé, notamment dans le Midi, ce type de statut de membres affiliés aux commanderies. Et donc ce type de statut, je le disais, attirait autant des hommes que des femmes. Donc autour même d'une commanderie templière, vous pouviez avoir comme ça des consoeurs ou bien des donates. La difficulté, c'est de savoir comment vivaient concrètement ces femmes autour de ces communautés d'hommes. Dans le cas des sœurs hospitalières, on sait, elles sont très très réduites, hein, mais on sait qu'il y avait quelques maisons dans le Midi, mais elles se comptent sur les doigts d'une ou deux mains, enfin non, deux doigts plutôt d'une seule main, pardon. Il y avait quelques maisons entièrement féminines. On en connaît quelques-unes, on en connaît aussi en Catalogne. Elles sont peu nombreuses, mais on en connaît. Donc il y avait des maisons où il y avait des sœurs. Mais ce qu'on voit souvent dans les textes, dans les chartes, c'est comme ça des sœurs ou bien des consoeurs qui sont citées dans des documents qui concernent des commanderies d'hommes. Et donc qui gravitent dans l'entourage de ces commanderies, de ces communautés d'hommes. Mais la question qu'on se pose, c'est concrètement, comment vivaient-elles ? Est-ce qu'elles restaient chez elles et elles venaient juste participer à quelques offices ou à quelques services ? Est-ce qu'elles vivaient dans une petite maison ? On peut penser par exemple aux béguines, aux recluses. Est-ce qu'elles vivaient dans une petite maison, dans l'enceinte de la commanderie ? On n'en sait rien en vérité. Pour le XIIe, XIIIe siècle, on sait qu'elles existaient, qu'elles étaient là, mais on ne peut rien dire de très très précis. Mais elles étaient là. Et la dernière catégorie, donc vous avez les sœurs complètes, vous avez les consoeurs ou les donates, et la dernière catégorie, ça serait les bienfaitrices, les donatrices, c'est-à-dire des hommes qui avaient des femmes qui avaient un certain statut social. Souvent, elles étaient veuves, parce que vous le savez, au Moyen Âge, très souvent, les femmes doivent attendre d'être veuves pour avoir une certaine liberté effectivement de donner, comme elles le veulent, à un ordre religieux, de s'affilier spirituellement à l'église qu'elles souhaitent. Donc, des femmes d'un certain statut qui, effectivement, donnaient à ces commanderies ou en facilitaient la création, la fondation. Souvent de bonne famille, hein, en général des femmes de bonne famille. Bon, alors comme on en est au démontage des stéréotypes, est-ce que tu veux nous parler du rapport au livre des ordres militaires ? Alors, démontage des stéréotypes, le rapport au livre. C'est vrai qu'il y a un stéréotype, en effet, qui a eu la vie dure. L'idée, c'est que comme ces hommes et les Templiers, finalement, étaient destinés à quoi ? Étaient destinés soit à faire la guerre en Terre Sainte, soit à être des seigneurs implacables en Europe, hein, donc pour essayer de soutirer le maximum faire rentrer l'argent. Voilà, faire rentrer l'argent par tous les moyens. Donc le stéréotype qui a eu la vie dure, c'est effectivement des brutes, de bons gestionnaires dans le meilleur des cas, d'excellents gestionnaires dans le meilleur des cas, ou alors des brutes épaisses, hein, qui étaient juste bonnes à aller effectivement casser du sarrasin en Terre Sainte pour effectivement y aller dans les stéréotypes. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que en creusant bien les choses, et donc là aussi dans la documentation, ce sont des choses qui n'apparaissent pas avant le XIIIe siècle, hein, parce que j'ai pas vraiment de source pour cerner ça avant le XIIIe siècle, mais on se rend compte de quoi ? C'est que d'abord, beaucoup de ces frères, je l'ai dit, viennent de la petite aristocratie. Et ça, c'est quelque chose qui a été aussi réévalué ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a beaucoup réévalué le niveau culturel de la petite aristocratie de manière générale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de petits nobles avaient une éducation, qu'ils étaient capables de lire en langue maternelle, en langue vernaculaire, d'écrire
parfois en langue vernaculaire et parfois même en latin, puisque vous le savez, le latin c'est la langue de l'Église, la langue culturelle, et voilà, vous avez le latin qui est vraiment pas une langue morte, mais vraiment un véhicule linguistique, culturel et institutionnel, et vous avez les langues vernaculaires, les langues maternelles. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement un certain nombre de frères, plutôt émanant de la chevalerie, étaient parfaitement capables effectivement de lire et d'écrire. Ça c'est une première chose. Et donc partant de là, on s'est rendu compte qu'ils étaient aussi capables de gérer eux-mêmes, en fait, d'administrer eux-mêmes les affaires de leur commanderie, c'est-à-dire de faire des comptabilités, de faire des échanges écrits, des transactions écrites avec les négociants, avec les marchands, avec les artisans avec lesquels ils avaient affaire. Donc voilà, ça c'est un niveau de culture qu'on appellerait pragmatique, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire le niveau d'écrit de la vie de tous les jours. On en a parlé, ce que Paul Bertrand, un historien, appelle les écritures ordinaires, les écritures du quotidien. Bon, ça c'est quelque chose. Mais on s'est rendu compte, et là on dispose, grâce encore au procès, grâce au procès des Templiers, on dispose aussi d'inventaires. C'est-à-dire que les inquisiteurs, lorsque les autorités royales princières ont arrêté les frères, on ne s'est pas contenté effectivement de les interroger, on a aussi systématiquement dressé des inventaires de leurs possessions, des possessions des commanderies. Tout cela a des fins évidemment de gestion et des fins juridiques, parce que évidemment le grand débat c'était qu'est-ce qu'on allait faire de tous ces biens, de tout ce patrimoine. Donc on a dressé des inventaires. Et parfois ces inventaires sont très détaillés. C'est-à-dire que dans les commanderies, dans les maisons, sont inventoriés alors évidemment le cheptel, qu'est-ce qu'il y a comme réserve de grains dans la grange, qu'est-ce qui reste comme tête de bétail dans le pré attenant, qu'est-ce qu'il y a comme mobilier, tel coffre, telle literie. Donc même pour l'histoire de la vie matérielle, c'est absolument passionnant. Et donc pour les inventaires les plus détaillés, on a aussi les inventaires des livres qui étaient conservés dans ces commanderies. Et qui étaient conservés dans quel lieu ? En général dans les églises et dans les sacristies, parce qu'en fait, il s'agissait essentiellement de livres liturgiques, de livres liturgiques, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment là aussi une utilité très pratique pour dire la messe, pour délivrer les sacrements. Mais c'est intéressant parce que si vous voulez, avant d'exploiter véritablement ces inventaires, on n'imaginait pas ça, on ne se posait même pas la question finalement, que effectivement dans ces commanderies, il y avait aussi, on n'appelle pas ça forcément des bibliothèques, mais des collections de livres. Alors là aussi, c'est pas des chiffres comparables à ce qu'on trouverait dans un scriptorium, dans un scriptorium bénédictin ou cistercien. C'est dans les meilleurs des cas une quarantaine de livres, une quarantaine de manuscrits, mais on se rend compte que même la maison la plus modeste, la commanderie la plus crottée, si vous voulez, a au moins un bréviaire, a au moins le rituel de la messe, le rituel du baptême, éventuellement, enfin quelques livres liturgiques, au moins 2 ou 3 livres liturgiques, un légendier avec les vies de saints, enfin voilà, au moins ce qu'on appellerait l'équipement minimal de toute église. Et ça, on s'en doutait pas forcément, enfin on ne se posait pas vraiment la question en fait. Et ça renvoie vraiment donc à cette dimension religieuse aussi, si vous voulez. Il y a cette dimension militaire qui est indéniable, mais il y a aussi une dimension religieuse tout aussi indéniable. Et ces livres, ils sont copiés au sein des ordres militaires ou ils les acquièrent Alors ça c'est une. On ne sait pas. Ouais, non, c'est une grande question. Je ne pense pas. Alors comme je l'ai dit, il y a des frères qui étaient capables d'écrire, plus souvent sans doute en langue vernaculaire qu'en latin. Quelques frères pouvaient même rédiger des chartes en bonne et due forme. Après, dans ces commanderies, on ne parlera jamais, alors sauf cas particulier de grandes fondations en Espagne, mais dans ces commanderies, on ne parlera jamais précisément de scriptorium, comme on peut en parler pour un monastère. Il n'y avait pas, à proprement parler, d'atelier d'écriture. Donc, a priori, on ne pense pas que ces ouvrages étaient produits par les frères eux-mêmes. Et donc, effectivement, ils devaient être commandés dans quelques officines de fabrication de livres, oui, tout à fait. Bien, je pense qu'il est temps de laisser la parole à la salle. Oui. Vous devez avoir désormais un certain nombre de questions. Moi, j'avais des questions, pardon. Oui, c'était plutôt d'ordre, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus,
parce que le champ est vaste, hein. Votre domaine est très très vaste. Plutôt d'ordre spirituel, c'est-à-dire, première question toute simple au niveau des carrières, est-ce qu'on avait une probabilité de faire une grande carrière dans l'Église catholique Alors, dans l'Église, non, on pouvait faire une grande carrière au sein de l'ordre. On n'avait pas une très très forte probabilité de faire une grande carrière. On connaît quand même quelques frères chapelains, donc il fallait forcément être ordonné, prêtre. On connaît quelques frères qui ont fini évêque ou archevêque. Mais là aussi, si vous voulez, c'est plus des cas particuliers. C'est vraiment voilà, des exceptions. Non, il ne faisait pas forcément grande carrière dans l'institution ecclésiale. Donc ça veut dire qu'à Rome, ils n'étaient pas présents. Alors oui et non. Mais ça, c'est quelque chose qu'on arrive à déterminer là aussi pour une époque un peu plus postérieure quand on a suffisamment de documentation. Alors déjà dans la ville même, ils étaient présents parce qu'ils avaient une maison, ils avaient autant les Templiers que les Hospitaliers avaient une commanderie chacun, mais ils avaient aussi des procureurs qui étaient présents à la curie, hein, des frères qui étaient à demeure, présents à la curie pour défendre les intérêts de l'ordre. Mais ça, c'est quelque chose qu'on perçoit vraiment, qui commence à être documenté pas avant le XIVe siècle. On peut supposer que ça existait déjà au XIIIe, mais c'est relativement mal documenté. Mais ils savaient extrêmement bien manœuvrer. Et donc, oui, ils étaient aussi représentés à la curie, oui. Alors, est-ce qu'on a des documents qui concernent une spiritualité spécifique de l'ordre? Alors, qu'est-ce qu'on a comme document liturgique qui nous soit parvenu? On a des exemplaires de la règle, hein, autant pour le temple que pour les hospitaliers. Il reste quelques exemplaires de la règle. Que reste-t-il? Alors il y a aussi toute la documentation, ce qu'on appelle statutaire, c'est-à-dire qu'il y a la règle, mais il y a aussi tout un empilement de normes. Et ça renvoie un petit peu à votre question, parce qu'il y a aussi des choses sur la vie religieuse, sur les cadres de la vie religieuse, mais on n'a pas tant que ça. Il doit y en avoir quelques-uns, mais là je les ai pas en tête. Mais il n'y a pas tant que ça de manuscrits véritablement liturgiques. On sait quand même un certain nombre de choses du point de vue de la liturgie. La matrice de ces deux ordres, c'était une matrice canoniale, c'est-à-dire qui suivait la liturgie des chanoines de Saint-Augustin et notamment la liturgie du Saint-Sépulcre. Si vous voulez, la référence de la liturgie, c'était la liturgie des chanoines du Saint-Sépulcre. Bon, ça en théorie. Après, je peux pas vous dire qu'ici ou à Marseille ou à Avignon, ils suivaient forcément obligatoirement cette liturgie parce qu'il y avait aussi des influences locales. En fait, on se rend compte, bien qu'ils fêtaient les saints locaux, que les calendriers liturgiques, que les légendiers fêtaient aussi les saints locaux parce que encore une fois, c'était des frères qui étaient qui étaient enracinés quand même assez dans leur région et qui se moulaient complètement dans les structures sociales et ecclésiastiques locales, quoi. Mais voilà, ça, c'est des choses qui n'ont pas tant été étudiées que ça pour l'instant, déjà faute effectivement de documentation. Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il n'y a pas d'intellectuel qui est sorti de l'ordre. Pas de grand, voilà, non, non. Effectivement, j'ai essayé de réévaluer un petit peu leur niveau culturel, mais non, ils n'ont pas produit de grands intellectuels. Ils n'étaient pas faits pour ça. Hein. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui se destinait à une carrière universitaire, à une grande carrière dans l'Église, c'était pas le bon choix que de rentrer chez les Templiers. Hein. Il valait mieux rentrer chez les Dominicains au XIIIe. Voilà, non, il ne s'est pas fait pour ça. Hein. Ouais. Alors, ma question est un peu simpliste, mais au départ, est-ce qu'on peut parler d'une constitution, est-ce qu'il y a eu un acte fondateur écrit pour qui crée donc cet ordre, et quelle était l'articulation avec les religieux, vous en avez parlé, mais avec le pouvoir central, avec la royauté? Oui. Ouais, alors ça c'est une question vaste effectivement. Ce sur quoi j'ai peut-être pas assez insisté,
et votre question va amener justement à y insister, c'est les liens effectivement avec la papauté. C'est-à-dire que ce qui a fait la particularité de ces ordres, c'était vraiment leur rattachement direct au siège apostolique, à la papauté. Et donc ça s'est passé par toute une batterie de privilèges qu'ils ont obtenus par un certain nombre de bulles pontificales qui petit à petit, mais très tôt, et donc qui petit à petit, comme ça, a précisé leur lien juridique, leur lien institutionnel avec la papauté. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement que ce rattachement direct à la papauté? Ça veut dire avoir la capacité d'un point de vue juridique de court-circuiter ou de se prémunir de toute autre intervention locale. Quelles pouvaient être les interventions locales qui pouvaient éventuellement leur être préjudiciables? Ça pouvait être éventuellement l'intervention des pouvoirs princiers auxquels vous faites allusion, mais ça pouvait être très très souvent aussi l'intervention des évêques. Les évêques, dont c'était aussi si vous voulez, la juridiction, c'était aussi d'avoir des pouvoirs sur les ordres religieux de leur diocèse. Et donc, si vous voulez, les ordres religieux cherchaient à obtenir des privilèges. Et ces privilèges, un des privilèges majeurs, c'est ce qu'on appelle l'exemption. Et l'exemption, précisément, ça permet de court-circuiter la capacité d'intervention de l'évêque par un rattachement direct à Rome. Et donc, pour répondre à votre question, ce qui a fait précisément ce qui a posé les bases de l'organisation institutionnelle de ces ordres-là, c'est d'abord l'adoption d'une règle dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, la règle de l'ordre du Temple a été définitivement approuvée, elle avait été déjà plus ou moins écrite, mais donc elle n'a pas été écrite, mais définitivement approuvée au concile qui s'est réuni à Troyes en Champagne en 1129. Et donc c'est vraiment ça, si vous voulez, qui signe l'acte de naissance de l'ordre, mais en réalité, on dit ça de façon un peu simpliste, mais en réalité, il y a plusieurs actes de naissance. Après, comme il y a les papes, très très régulièrement, délivraient comme ça des bulles de privilèges, des bulles de protection, et c'est ça vraiment qui crée ce lien. Et d'ailleurs, ça a valu aux ordres militaires beaucoup de jalousie, beaucoup d'inimitié, parce que c'est quelque chose que les évêques supportaient mal. C'est quelque chose que même certains chanoines, certains chapitres de chanoines, certains ordres canoniaux, pas les cisterciens, parce que les cisterciens avaient autant de privilèges, mais que d'autres ordres religieux supportaient mal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une espèce de levée de bouclier contre les privilèges des ordres militaires qui sont venus du clergé séculier. Parce que voilà, on estimait finalement qu'ils étaient trop privilégiés, trop favorisés par la papauté. Donc voilà, ça répond en partie à votre question. L'autre partie de la question, c'était les relations avec les pouvoirs séculiers. En général, c'est le même type de relation que j'ai déjà abordé avec l'aristocratie, c'est-à-dire qu'en général, les pouvoirs séculiers leur ont fait bon accueil parce qu'ils ont assez vite compris qu'ils pouvaient s'appuyer sur ces ordres d'une manière ou d'une autre. Je peux vous citer l'exemple de la Provence, qui est celui que je connais le mieux. Donc vous avez une dynastie des comtes de Provence, qui est d'origine catalane, qui avait besoin, donc qui est une dynastie étrangère à la Provence, qui avait besoin vraiment de s'affirmer, y compris même parfois par les armes, en matant des révoltes nobiliaires, et qui, dans leur stratégie, si vous voulez, d'enracinement politique en Provence, ils ont de manière générale joué la carte de l'Église. Donc ils se sont appuyés sur l'Église, ils se sont appuyés sur les évêques, mais ils se sont aussi énormément appuyés sur les ordres militaires qu'ils ont favorisés. Vous avez un certain nombre de comtes de Provence qui sont enterrés, par exemple, soit à Marseille, soit à Aix, dans la commanderie de l'hôpital. Il y a vraiment ce lien. Donc en général, effectivement, les pouvoirs princiers se sont appuyés, et après, ils les ont beaucoup utilisés. Bon, je ne veux pas trop développer, parce qu'il faut laisser quand même la place aux questions, mais après, ils sont utilisés de multiples manières. Ils sont utilisés comme envoyés diplomatiques, comme ambassadeurs. Ils peuvent même être parfois prélevés, pris dans l'ordre pour accomplir des missions d'encadrement militaire, c'est-à-dire vraiment détachés de l'ordre pour être officiers dans les armées princières. Ça, c'est des choses qu'on voit au XIIIe siècle et a fortiori ensuite au XIVe. Mais voilà, je ne veux pas trop développer et laisser... Moi, je voulais savoir pour quelles raisons les Templiers ont-ils été arrêtés. Ah, grande question. Parce que ils étaient sous la protection de Philippe le Bel à une époque, et c'est lui qui les a fait arrêter. Et je voulais savoir aussi si de nos jours, il y a une résurgence de l'ordre du Temple. Bon, alors deux questions.
Alors, on va commencer par la question, effectivement, de l'arrestation. C'est une question délicate parce que ça a fait beaucoup débat chez les historiens. Et si vous voulez, l'historiographie de ces 20-30 dernières années a complètement revu les choses. C'est-à-dire, en gros, ce qui était la vulgate historiographique, c'est que les Templiers, en effet, avaient été arrêtés pour de multiples raisons. Alors, il y a plein de raisons, qu'effectivement, ils auraient fait de l'ombre au roi de France, qu'ils étaient trop riches, qu'ils formaient un État dans l'État, que le roi jalousait un petit peu leur puissance. Et puis, il y a eu la question de la corruption. On les a accusés, effectivement, de pratiques déviantes, d'hérésie, etc., etc. Bon. De l'État était vide à cette époque. Bon, il y a aussi la question de Philippe le Bel qui était toujours à chercher de l'argent, effectivement. Alors, et si vous voulez, pendant très très longtemps, le débat a été un petit peu circulaire, c'est-à-dire que les historiens cherchaient à savoir finalement si les Templiers étaient coupables et innocents. Voilà, on les accusait de pire turpitude. Sexuelle, dépravation du culte, détournement, enfin, pratiques diaboliques, si vous voulez, des chefs d'accusation à peine croyables. Et d'ailleurs, les gens n'y croyaient pas au départ. Quand les chefs d'accusation ont été divulgués, les gens avaient l'air de ne pas y croire. Et donc, si vous voulez, pendant très très longtemps, les historiens se sont posés cette question, coupable et innocent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Et en réalité, pour vous dire les choses très brièvement, d'autant plus que je suis pas spécialement travaillé sur cette question-là, j'ai des collègues beaucoup plus compétents sur ces questions-là, mais si vous voulez, on est dans un contexte qui est ce contexte de la fin du XIIIe, début XIVe siècle, où Philippe le Bel et puis ensuite ses successeurs, mais c'est déjà très vrai sous Philippe le Bel, vont développer un certain nombre de procès qui sont des procès purement politiques. C'est-à-dire qu'il y a eu les Templiers, mais il y a eu d'autres procès sous le règne de Philippe le Bel. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, comme je le disais tout à l'heure, les témoignages qui ont été produits par l'Inquisition dans des conditions quand même tout à fait spéciales. C'est-à-dire que les frères étaient emprisonnés, parfois torturés, soumis à une pression psychologique, etc., etc. Et surtout, qu'ils devaient répondre et l'Inquisition fonctionnait typiquement comme ça. C'est exactement la même question, on ne va pas revenir lancer le débat sur la question de l'hérésie, etc., mais c'est exactement le même processus. Les frères étaient soumis à une grille d'interrogatoire, si vous voulez, qui était déjà préconçue, déjà formatée, et si vous voulez, où il n'y avait quasiment aucun échappatoire. C'est-à-dire qu'ils étaient quasiment obligés de répondre ce que les inquisiteurs voulaient qu'ils répondent. Et en fait, les inquisiteurs fonctionnaient dans un espèce de schéma intellectuel qui mêlait un certain nombre de données folkloriques sur effectivement la fascination pour le diable, sur la dépravation sexuelle, sur l'idolâtrie. Vous avez un certain nombre un espèce de vieux fond comme ça, de lieux communs qui traînaient, et que les inquisiteurs, finalement, dont les inquisiteurs se sont saisis et qu'ils ont plaqué comme ça à l'ordre du temple. Donc, pour revenir sur la fatidique question coupable ou innocent, c'est clair qu'ils étaient totalement innocents. Je ne veux pas dire que, comme dans n'importe quel ordre religieux, il n'y ait pas eu quelques dérives, quelques problèmes de discipline, mais ça, c'est n'importe quel ordre religieux. On sait parfaitement que dans n'importe quel ordre religieux, il y avait des dérives disciplinaires, c'est totalement normal. Mais donc voilà, pour les Templiers, et c'est vrai que c'est une vérité, c'est comme la question de l'hérésie, c'est une vérité qui n'est pas toujours évident à entendre, y compris pour les historiens, parce que vous connaissez l'adage, un pas de fumée sans feu, blablabla. On voudrait en fait finalement qu'ils aient vraiment été coupables, parce qu'au moins ça justifiait l'action de l'Église et l'action de la monarchie, surtout l'action de la monarchie. Et si vous voulez, il faut remettre ça, c'est le même processus, pour vous faire comprendre les choses très schématiquement et très simplement, mais c'est le même processus donc là qui est à l'œuvre contre les Templiers au début du XIVe siècle, et qu'on va retrouver un siècle plus tard, au début du XVe siècle, contre les sorciers et bientôt les sorcières.
où on va faire avouer à des pauvres bons hommes et à des pauvres bonnes femmes qu'elles enfourchent un bâton pour aller forniquer avec le diable dans des cérémonies sataniques que l'on appelle le sabbat. Je veux dire, c'est exactement le même type de schéma intellectuel. Voilà, c'est la force, si vous voulez, de l'Inquisition et de ce type d'institution, quoi. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à votre question. Mais il reste quand même la question, pourquoi le temple? Oui, oui. Et je me demande si dans ton livre, alors bon, c'est en te lisant, s'il n'y a pas un début de réponse, c'est que tu as l'air de montrer qu'au moins dans le Midi, il y a un engagement quand même encore plus fort à la fin du XIIIe et au début du XIVe de l'hôpital que du temple. Et donc, est-ce que il se joue pas quelque chose là quand même? C'est-à-dire que l'hôpital, on va pas l'embêter parce qu'au fond, il est quand même plus mobilisé pour la Terre Sainte qu'un temple qui... Oui, c'est vrai. Alors, c'est extrêmement compliqué de donner des explications globales. Je veux dire, il y a encore beaucoup de travaux à faire. Mais ce qui est sûr, et ça, c'est même pas moi moi, je l'ai démontré à l'échelle de la Provence, mais Alain de Murger, qui est notre référence à tout, ça, c'est le grand spécialiste des ordres militaires, avait déjà montré, si vous voulez, avait assez bien suggéré que finalement, lorsque la Terre Sainte est tombée définitivement, nous on sait qu'elle est tombée définitivement, mais lorsque la Terre Sainte est tombée au siège d'Acre en 1291, eh bien les Hospitaliers ont beaucoup mieux réussi leur reconversion que les Templiers. C'est-à-dire que les Hospitaliers n'ont jamais lâché le morceau. Tout de suite, ils sont partis à la conquête. Alors, les deux autres se sont repliés sur Chypre, mais tout de suite, les Hospitaliers sont partis à la conquête de Rhodes. Et à partir de Rhodes, à partir du début du XIVe siècle, ils ont continué à mener la lutte en Méditerranée contre les Ottomans. Donc, tout de suite, les Hospitaliers, effectivement, ont eu une politique dynamique, une politique de croisade, ont perpétué cette politique de croisade. Et c'est vrai que les Templiers ont paru plus passifs à ce moment-là. Donc, s'il y avait finalement un bouc émissaire ou un des deux ordres à sacrifier, que sais-je, eh bien effectivement, ça devait tomber plutôt sur le temple que sur l'hôpital. Parce que effectivement, il y avait... Bon, c'est des questions vraiment très très vastes. Je ne peux pas tout vous raconter, d'autant plus qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cet épisode-là. Mais si vous voulez, depuis les années 1270, 1274, il y avait des débats très forts au sein de l'Église sur la façon de donner une efficacité, de conférer une efficacité maximale aux ordres militaires dans leur mission. Et un des serpents de mer qui revenait à chaque concile, à chaque discussion au sein de l'Église, c'était la possibilité de fusionner les deux ordres, fusionner le temple et l'hôpital pour faire un espèce de super ordre, super puissant, où tout aurait été centralisé. Et donc, si vous voulez, les ordres étaient quand même déjà dans le collimateur de la papauté, des instances de l'Église, d'un certain nombre de pouvoirs princiers. Il y avait une pression vers une réforme. On n'allait pas les laisser tranquilles. Ça c'est sûr. Donc voilà, ça peut faire partie du faisceau, et c'est tout un faisceau d'explications, en effet. Ah oui, la deuxième question, c'était... Oui, alors... c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. C'est quelque chose c'est une autre branche. C'est plus les Templiers, mais c'est ce qu'on appelle une autre branche de l'histoire, qu'on appelle le templarisme. Toutes les réceptions culturelles et politiques et intellectuelles autour de l'ordre du Temple. Oui, aujourd'hui, il y a des groupuscules, j'allais dire des sectes, pas des sectes, mais effectivement des groupuscules de gens qui versent dans l'ésotérisme et en effet qui se présentent comme les descendants, les successeurs, ce qu'on voudra de l'ordre du Temple. Je pourrais même pas vous citer d'exemple parce que comme ça en tête j'ai pas d'exemple, mais je sais qu'il en existe. Mais si vous voulez, c'est pas maintenant que c'est le plus dynamique, ce type de résurgence. Le plus dynamique, c'était typiquement au lendemain de la Révolution française, les liens avec la franc-maçonnerie au 19e siècle, au moment où il y avait ce fameux
conflit entre l'Église et l'État, en fait, et ceux qui se sont autoproclamés héritiers des Templiers étaient vraiment dans la ligne du catholicisme traditionnel. Donc voilà. Et il y a quelque chose qui est aussi fascinant, qui m'intéresse beaucoup aussi, et quand j'ai un peu de temps, j'essaie de faire quelques recherches là-dessus. C'est les accointances avec les milieux d'extrême droite. Vous avez tous entendu parler de la secte du Temple solaire qui a tristement fini, mais il y a aussi des accointances avec l'extrême droite, c'est-à-dire que les croisades, les ordres militaires, la chevalerie de manière générale fascinent beaucoup ces milieux politiques. Et tout ce qui est cérémonial chevaleresque aussi. Et dans la France de Gaulle, il y avait comme ça, c'est des choses... Alors, c'était des espèces de sociétés secrètes, donc c'est... Par définition, c'est très difficile à appréhender puisque c'était des sociétés secrètes. C'est vraiment compliqué à appréhender, mais là je suis tombé sur un petit fond d'archives dont j'espère tirer quelque chose. Mais il y avait comme ça effectivement des sociétés secrètes qui fricotaient avec l'extrême droite, avec les milieux des anciens d'Algérie, enfin voilà, et qui avaient cette fascination pour les Templiers. Oui. Le lien entre l'Occident et l'Orient, avec ces ordres hospitaliers, enfin les ordres religieux, militaires. Quel rôle ont-ils joué dans le culte des reliques, l'organisation des pèlerinages en Occident et le trafic des reliques au Moyen-Âge? Je pense que, voilà, quels étaient leurs rôles? Parce que je pense qu'ils en ont eu un assez important. Très bonne question. Très bonne question parce qu'effectivement, ils ont joué un rôle comme vous le dites. C'est quelque chose qui a été aussi étudié, alors pas spécialement par moi, mais par des historiens italiens notamment. Évidemment, dans leur statut de passeurs entre les différentes rives de la Méditerranée, ils ont eu en effet ce rôle, et notamment, vous le savez peut-être, mais le grand moment au XIIIe d'afflux de reliques en Occident, c'est au moment, vous le savez peut-être, du sac de Venise au moment de la 4e croisade en 1204. Là, il y a toutes les églises de Constantinople, Venise, parce que les Vénitiens sont dans le coup, mais évidemment, du sac de Constantinople au moment de la 4e croisade. Et donc, les églises constantinopolitaines, je sais plus, de Constantinople, sont pillées, et là, en effet, on assiste à un afflux de reliques en Europe, et en effet, les ordres militaires, ça a été assez bien étudié pour les Templiers, ont joué un rôle dans ce transfert de reliques. Alors, pour ce qui est du culte des reliques, du culte des saints, c'est des choses qu'on peut appréhender encore avec ces fameux inventaires, notamment pour le temple. Ces fameux inventaires, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ces inventaires qui inventorient donc les objets du quotidien, les manuscrits, sont inventoriés aussi les objets sacrés. Donc on sait tout sur le nombre de chasubles, le nombre d'amictes qu'ils avaient dans leur sacristie, le nombre de calices qu'ils avaient, de patènes qu'ils possédaient. On sait tout là-dessus, et souvent sont mentionnés des reliques. Donc voilà, ils avaient des reliques dans leur trésor. Après, il n'y a pas de particularité, si vous voulez. Il y a des reliques qui sont en rapport avec la Terre Sainte. Donc les saints de Terre Sainte, parfois, on relève une pierre provenant du Saint-Sépulcre, des choses comme ça. Il y a des reliques en rapport avec la Terre Sainte, mais il peut y avoir toutes sortes de reliques. Il n'y a pas, si vous voulez, d'identité spirituelle particulièrement marquée dans ce qu'on peut voir. Après, ils avaient un culte. Bon, ils avaient évidemment, mais ça c'est tellement typique de la spiritualité du XIIe siècle. Ils vouaient un culte très particulier à la Vierge, mais ça n'a aucune originalité. Mais Sainte Catherine d'Alexandrie, par exemple, était spécialement vénérée chez les Templiers. Vous voyez, il y avait évidemment des saints militaires orientaux comme Saint Blaise, Saint Georges, étaient spécialement vénérés aussi chez ces ordres militaires. Mais finalement, pas tellement plus que pour d'autres églises. Enfin, il y a des tendances, mais rien de particulièrement marqué, vous voyez. Mais par rapport aux hospitaliers, quel est leur rôle aux hospitaliers dans l'organisation des pèlerinages? Oui, alors il y a un pèlerinage qui était important, qui était à Rhodes, à partir du moment où les hospitaliers s'implantent à Rhodes. Rhodes a concentré, alors déjà,
quand les croisés, enfin ce qui restait des croisés et les ordres militaires ont évacué la Terre Sainte, ils ont emmené effectivement ce qu'ils pouvaient avec eux, donc quelques reliques, et un certain nombre de ces reliques venant de Terre Sainte ont été effectivement récupérées par les Hospitaliers et donc ensuite conservées à Rhodes. Et donc c'est vrai qu'à partir du XIVe siècle, les Hospitaliers, mais c'est pas encore ça aussi, c'est pas ma spécialité, hein, je travaille pas là-dessus, hein, là, je vous parle en gros, hein, je suis pas très précis. Mais à partir du XIVe siècle, les Hospitaliers qui étaient effectivement d'excellents impresarios ont en effet assez bien organisé le pèlerinage vers Rhodes, c'est-à-dire que Rhodes n'avait pas forcément vocation à être une terre de passage, une terre d'escale, et effectivement, en faisant pas mal de promotions, les Hospitaliers ont réussi à drainer un certain nombre de flux de pèlerins, enfin en tout cas vers des escales vers Rhodes. Après, il y a quelques pèlerinages locaux, par exemple les Templiers, pour vous citer un exemple qui me vient en tête, les Templiers, on est là en Castille, dans la région de Burgos, avait une commanderie dans un lieu qui s'appelle Villalcázar de Sirga, qui était un lieu où la Vierge où il y avait une Vierge miraculeuse, et effectivement là les Templiers avaient organisé un pèlerinage à la Vierge qui est lié aussi au Cantigas de Santa Maria. Enfin voilà, il y a aussi effectivement des cas locaux. Donc ils étaient en effet tout à fait capables, là je réponds peut-être mieux à votre question, ils étaient tout à fait capables effectivement d'organiser au niveau local des pèlerinages, parce que comme vous le savez, qui dit pèlerinage dit pèlerin, dit donation, dit offrande, dit c'est bon pour le business, quoi. Donc voilà. Oui, non, puis ils ont un côté de charité qu'il faut aussi alimenter. Parce que... alors là, vous me faites penser, parce que ça c'est la grande question en fait, de même que les ordres militaires n'ont pas donné de grands prélats à l'Église, ils n'ont quasiment pas donné de saints. Mais ils ont donné quelques saintes et bienheureuses, dont j'ai oublié le nom. Bon, il y a Sainte Fleur ici en Quercy, que Johan qui est présent ici connaît bien mieux que moi. Donc ça, c'est une sainte hospitalière. Les Hospitaliers ont donné quelques saintes plus que quelques saints. Il y a quelques saintes italiennes aussi. Il y en a une qui doit s'appeler Ubaldesca. Enfin bref. Mais voilà, dans ce milieu des communes italiennes du XIIIe, où enfin, il y a une espèce d'effervescence de la sainteté féminine à partir du deuxième moitié du XIIIe siècle, les Hospitaliers n'étaient pas en reste. Donc il y a aussi effectivement cet aspect-là. Bon, je crois qu'on va conclure. Merci à tous les deux. Eh bien, merci pour votre attention. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Damien Carraz autour de la publication de son ouvrage « Templiers et Hospitaliers en France méridionale, 1100-1300 », enregistré jeudi 23 janvier 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisé et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.
když ve třeba stane.